On se construit pas tout seul, on se construit dans les rencontres qu'on fait et dans l'intelligence qu'on a en tirer profit. J'avoue que la musique est très puissante pour ça, donc j'adore, j'aime bien, et toutes les musiques. Ma chambre a la forme d'une crâne. On ne peut pas vous aider parce que on ne sait pas dans quelle case vous mettre, vous faites de la musique classique, du jazz, du machin, tout ça. Et je leur disais, mais c'est pas à l'artiste à se mettre dans des cases. Bien sûr. C'est à vous à créer les cases pour aider les artistes qui, eux, créent. Parce que d'un seul coup, c'est pas confort hein, pour les gens. Bien Mais sûr. le confort, c'est tout sauf ce qui est beau. Parce que le confort, pour moi, ça rime avec la mort. Alors, bonjour à tous, auditeurs et auditrices du podcast Le Top des Gaunes. Bienvenue sur la chaîne YouTube Festigone. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir l'illustre chef d'orchestre Philippe Fournier, qui nous fait l'honneur de passer une petite heure avec nous, durant laquelle nous allons retracer son parcours académique, professionnel, retracer également les différents projets qu'il exerce euh, à côté de son activité de chef d'orchestre. Et puis nous prendrons un dernier temps pour tout simplement qu'il nous explique concrètement qu'est-ce qui l'anime, qu'est-ce qui lui donne l'envie en fait quotidiennement de continuer à faire ses activités. Et donc merci de nous recevoir aujourd'hui ici dans ta demeure, Philippe. Et avant de commencer, Philippe, comment vas-tu? Je vais plutôt bien, plutôt bien. Je suis très honoré de cette attention que vous avez pour moi. Merci. Et puis, non, la vie est belle. J'ai toujours la chance de pouvoir vivre de ma passion. Mhm. Donc, c'est un truc que je souhaite à tout le monde, les plus jeunes comme les plus anciens. J'ai eu cette chance et j'ai toujours cette chance. Et effectivement, c'est une réelle chance parce qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de vivre de sa passion. Très peu y arrivent. Et j'ai lu quelque part, Philippe, justement, que toi, c'était une réelle vocation que tu as ressentie dès l'âge de 8 ans. Est-ce que tu peux Mm. nous en dire plus? Ouais, c'est difficile, mais ce que je sais, c'est que j'ai toujours été appelé par la musique, alors que j'étais pas vraiment dans un milieu qui baignait dans la musique, pas du tout. Mais voilà, les mémoires que j'ai enfant, en maternelle, tout ça, c'est tous des moments très forts liés à la musique. Et puis effectivement, quand on est petit, on dit je veux être pompier, je veux être clown, je veux être comédien, je veux être pilote d'avion. Moi, je disais je voulais être chef d'orchestre. Donc c'était un peu comme un truc, je sais pas d'où ça venait. Et puis c'est resté ancré profondément. Alors c'est comme un petit mystère quand on sait pas d'où ça vient. Je trouve que c'est un beau mystère. C'est un beau mystère qui résume bien que la vie est surprenante. Et j'ai lu également que c'était une rencontre justement qui a validé cette vocation avec Monsieur Roger Quérol, en Oui, espérant ne pas. quelqu'un qui habitait dans ma campagne, là, Hum, effectivement, qui m'a ouvert à la porte de ses appartements quand j'étais plus jeune et qui m'a dit, bah, écoute, si tu veux travailler la musique et la direction, c'est simple, tu prends ton vélo, puis tu montes me voir, on fera des choses ensemble, comme ça, gratuitement, il me demandait rien, c'était vraiment, voilà, parce j'insistais depuis un petit moment, alors bah, j'ai passé 2, 3 années comme ça, à Mhm. travailler tout seul la direction d'orchestre, sans orchestre, D'accord. juste avec lui. Et bah, ça vous marque quand vous avez 12 ans, que vous êtes en face de quelqu'un qui vous dit pourquoi tu fais ça, à quoi tu penses, c'est quoi tes idées, Mhm. qu'est-ce que tu entends, qu'est-ce que tu ressens. Quand tu as 12, 13 ans, c'est pas des questions qu'on vous pose souvent. Et ça m'a beaucoup éclairé, et sans que je me rende compte. Hein. Mhm. J'étais pas très conscient, j'avais plutôt un truc d'enfant, quoi. J'étais Mhm. plutôt heureux de faire ça. Voilà. Mhm. Et puis j'ai commencé la guitare, j'ai commencé le saxophone, et puis j'ai fait un petit peu le cursus. Mais comme j'ai commencé dans une campagne, à l'époque, la différence entre la ville, Lyon et la Mhm. campagne était beaucoup plus marquée. Et j'ai eu un long processus où je suis resté plusieurs années avant de descendre au conservatoire à Lyon. Quand D'accord. je suis arrivé à Lyon, on m'a dit, mais non, mais vous êtes trop âgé, ce sera trop tard. Moi, j'avais 16 ans à peu près. Et là, on m'a dit, non, vous pouvez pas faire votre métier dans la musique, trop tard, il fallait descendre au conservatoire plus tôt. Mhm. C'est assez, enfin, ça m'a pas découragé, mais c'était décourageant sur Ah, bah, sur le j'imagine. sens. Hein. Et J'imagine. puis pas très subtil comme idée, mais c'était, voilà, pour une réalité. Si on veut faire son métier de la musique, il faut commencer à 8 ans, 9 ans. Mhm. Moi, j'ai commencé, mais comme ça, En par des autodidacte, quoi. chemins très, très différents. Et puis, bah, à cet âge-là, je sais pas pourquoi, j'ai pas lâché.
Et puis voilà, je suis rentré dans cette envie de faire ça. Mm. Mes parents n'étaient pas très chauds, c'était pas forcément un Mm. métier où on allait pouvoir se poser tranquillement. Ah, c'est justement là où je voulais en venir, parce que les métiers artistiques, très souvent, c'est soit des métiers où il y a beaucoup d'endogamie sociale, c'est souvent des métiers où les parents sont eux-mêmes artistes, donc ça passe plus facilement pour que les enfants prennent la suite. Et justement, je voulais savoir, est-ce que tes parents étaient artistes? Est-ce que c'est ça qui a suscité peut-être Non, pas du tout. Non, non, pas D'accord. du tout. Non, non, mon père était maçon, il faisait des maisons. Donc il était toujours, bah, c'est quelque chose de tangible, de dur, Mm. hein, les briques et les murs. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fais du vent, ça n'a pas sa place. Et puis oui, quand j'étais jeune, j'étais sur les chantiers. Quand j'avais les D'accord. vacances, j'allais voilà, j'allais faire du ciment et puis transporter des trucs qui faisaient mal Ah aux mains oui. d'ailleurs. On n'était pas nombreux à vouloir faire de la musique à cette époque-là. Mm. Quand je compare avec aujourd'hui, Mm. où les métiers artistiques, les métiers, que ce soit le cinéma, que ce Mm. soit la musique, que ce soit la danse, que ce soit Mm. le théâtre, que ce soit la vidéo, tout ça. Aujourd'hui, il y a une grande porte ouverte à ça. Il y a beaucoup plus avec les The Mm. Voice, toutes ces choses-là qui donnent Exactement. l'envie. Il n'y avait pas vraiment ce genre de choses avant Mm. dans mon époque. On était un petit peu seul. Aujourd'hui, ce ne sera pas forcément plus facile parce que c'est un peu plus ouvert, mais il y a plus de monde. Parce qu'il y a beaucoup Mm. de gens qui s'engouffrent dans ces envies d'être artiste. Alors, d'être artiste, c'est pas quelque chose qui me plaît bien parce que je pense on a tous une âme d'artiste en nous. Tous. On a tous une manière d'exprimer nos sentiments avec les yeux, avec le corps, avec la danse, avec la voix. Donc, Mm. on a tous, je pense, une âme d'artiste. Par contre, en faire son métier, ça c'est une autre Ah oui. histoire. Que ça devienne quelque chose qui nous fasse vivre dans la société, c'est là où il y a un pari qui est plus compliqué. Et je pense pas que ce soit plus facile aujourd'hui. Je pense pas. Il y a plus de monde, il y a plus de possibilités. Il y a plus de... On voit, il y a des gens qui naissent simplement chez eux avec en chantant des chansons sur un réseau Mm. social et puis ils se font découvrir comme ça. Ça, il n'y avait pas du tout dans mon époque. C'est une révolution. C'est-à-dire qu'il y a vraiment plus qu'une évolution, Mm. il y a une révolution, Mm. quelque chose d'hyper rapide. Et je pense pas que ce soit facile pour tous les jeunes qui se lancent aujourd'hui. Je forme Bien beaucoup sûr. de jeunes, je travaille beaucoup à transmettre, et tant mieux, il y en a de plus en plus. Mais je me dis souvent, vous aurez du boulot, comme moi j'en ai eu, pour faire votre place dans un monde où il y a une Mm. différence entre ce qu'on aime et puis ce qui socialement va se Mm. trouver sa place. Et c'est très intéressant le point que tu as abordé sur le fait qu'aujourd'hui il y a une vraie évolution hein, du monde artistique avec les réseaux sociaux, avec l'émergence également de toutes les nouvelles technologies. Et ça, moi, je le perçois plus sur les arts de type cinéma et également la musique plutôt urbaine. Mais sur le classique, j'ai l'impression qu'il y a quand même, on est resté sur je dirais pas un certain archaïsme, mais au niveau des codes, est-ce qu'il y a t'as observé une évolution, toi, des codes sur la musique classique? Est-ce que c'est toujours aussi dur, aussi compliqué? Quand on dit musique classique, qu'est-ce qu'on veut dire? Parce que musique classique, c'est situé une époque. C'est donc situé, voilà, le 18e, le 19e siècle. Donc, cette musique, elle se joue avec certaines règles, avec certaines techniques qui nécessitent, comme toute chose, du Mm. travail, hein. Je veux dire, Bien il ne faut sûr. pas croire, parce qu'aujourd'hui, il y a des outils plus modernes que s'il y a pas de travail, hein, il y aura rien derrière. Donc, le travail, il est là, c'est-à-dire être devant avec beaucoup d'humilité et puis Mm. recommencer 40 fois. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui prennent une caméra, ils font Oui. deux, trois images, et ça y est, ils pensent qu'ils sont cinéastes. Je pense qu'il y a un travail plus subtil à faire, Mm. de maîtrise, que ce soit à tous les niveaux, hein, dans le Mm. montage. Pareil pour la musique avec les, les logiciels qui existent aujourd'hui. Ça rend pas plus facile, ça rend plus, au contraire, plus exigeant. Parce que il faut aller encore un peu plus loin. Mm. Dans la méthode, je pense que celui qui est fou amoureux d'un seul coup, il va passer 4 heures sur son piano. C'est comme si quelqu'un qui n'était pas amoureux, il en passait 3 minutes. Donc le temps n'a plus la même valeur parce qu'il Bien y a de la sûr. passion, parce qu'il y a de l'envie, il y a de l'intérêt pour le travail. Mais généralement, il passe 4 heures à faire des choses qui sont pas forcément intéressantes, qui Mm. sont importantes mais pas intéressantes. Et faut avoir cette envie de persévérer, Mm. d'être quelqu'un qui se Oui, donne un c'est objectif et ça. puis qui va travailler. Et ça, par contre, aujourd'hui comme avant, ce sera toujours C'est une pareil. constante, effectivement. Oui, je crois, hein. Il n'y a pas grand-chose qui tombe tout cru, On est où d'accord. ça fait pas long feu. Mm. C'est vrai qu'il est surprenant, hein. Moi, ce qui me surprend le plus, par exemple, c'est quand je vois alors, ça a toujours été, mais des métiers comme par exemple, influenceur. Je vois que c'est un métier maintenant. Mm. Je me dis, tiens, c'est marrant.
tu dis des trucs que tu crois et ça fait ton métier. Ben, l'idée de faire son métier, c'est de trouver comment ce que tu fais, ça peut avoir une place économique dans la société. Ben, si ces gens, ils ont trouvé comment, rien que parce qu'ils disent qu'ils aiment bien manger tel yaourt à telle heure, ou bien regarder le soleil qui se couche à tel endroit, ou bien marcher pieds nus sur le sable, voilà, parce qu'on voit un peu de tout dans ces choses-là. Et qu'en face, il y a des gens qui achètent ou qui, bah, écoutez, le monde, c'est ça. Hein, si vous faites des jolis murs, une belle maison, mais que personne ne vous l'achète, Personne, effectivement. à une certaine époque, il y a des gens qui faisaient des maréchal Ferrand, Oui, hein, parce qu'il n'y avait pas de voiture, il y avait que des carrosses tirées par des chevaux. D'un seul coup, les voitures sont arrivées, le métier de maréchal Ferrand, il est mort. Il n'y avait plus besoin de maréchal Ferrand, donc il a fallu se reconvertir carrossier d'un seul coup pour exactement. s'occuper, voilà. Et puis aujourd'hui, carrossier ou mécanicien, toutes les voitures sont électroniques. Exactement. Donc le mécanicien, il sait plus faire grand-chose à part brancher un ordinateur qui va dire voilà ce qu'il faut changer comme pièce dans ta voiture. Tout évolue, Effectivement. mais en ce moment, ça évolue vite. Et Et cette puis, évolution, on n'est même pas dressé, c'est-à-dire qu'on n'a même pas le temps de l'apprivoiser. Que déjà, il y a des erreurs de comportement, on ne sait pas exactement. gérer. Alors quand on parle de musique classique, moi je dis qu'il y a simplement l'histoire de choses qui ont fait, qui ont traversé l'histoire. Aujourd'hui, les compositeurs dits contemporains, ceux qu'on voit faire la musique de film, ils ont tous comme inspiration les grands maîtres. Hein. Je crois on saura tous à un moment Bien donné sûr, voilà, s'inspirer bien parce sûr. qu'ils ont su écrire des choses. On le fera pas pareil, on le fera peut-être plus rapidement, différemment. Voilà. Mais bon, il n'y a pas la musique classique et les autres. Moi, je me considère pas comme un musicien uniquement classique. J'espère que tout le monde peut trouver, c'est pas trop ce qu'on voit, mais que tout le monde puisse trouver le plaisir d'écouter une symphonie de Brahms, parce que réellement, ça vous transporte. Il y a vraiment quelque chose et que n'importe quel être humain peut sentir. Hein. Bien sûr. Même celui qui passe son temps à écouter un DJ ou cette musique-là, Mm. il a dans son cœur un besoin, à un moment donné, de s'arrêter et puis d'aller écouter d'autres musiques qui vont vous transporter, qui vont révéler autre chose de vous-même. Donc je suis surtout pas cloisonné. Je fais même un petit challenge, moi. Si tu aimes la musique contemporaine, de variété ou de jazz, moi je vais m'arranger pour te faire écouter du classique, et de la musique baroque, et puis de la musique africaine. Bon, pour te faire découvrir que Bien ton sûr. corps aussi et ton cœur peut avoir plein de sensibilités. Donc Exactement. j'essaye je suis un peu provocateur. Puis si j'ai avec des musiciens classiques, je leur dis viens, il faut qu'on aille écouter Grand Corps Malade, il faut qu'on aille jouer avec Mm. Cécile Kent ou avec des jazzman. Enfin, voilà, j'essaye toujours de dire arrêtons. On peut être cloisonné dans sa spécificité, dans son expertise. Oui, moi, j'ai appris à diriger des symphonies, des opéras, mais j'ai jamais voulu en rester là. Je me suis dit, avec ce que je sais faire là, il faut que j'aille voir le monde, il faut que j'ouvre grand la rencontre avec tous les Bien sûr. artistes. Pour ça, j'ai créé des spectacles avec vraiment plein on dit d'originalité, mais c'est surtout des envies de rencontrer des gens très différents. Et ça résume assez bien ton leitmotiv, hein, que j'ai pu lire sur le site de l'orchestre. Donc, le partage d'une passion, de l'exigence et de la diversité. Et moi, ça me rappelle une phrase de Montesquieu, hein, justement, que j'aime beaucoup, qui disait que l'art n'est réel que lorsqu'il est partagé. C'est-à-dire qu'un artiste qui chante sous sa douche et qui ose pas le partager avec personne, finalement, c'est pas de l'art. Et dans tout ce que tu dis, c'est ce que ça me rappelle. Et on a pu retracer une partie de ton parcours, donc des 8 ans jusqu'à tes 16 ans, lorsque tu es venu justement un peu ou, pousser les portes, tout simplement, pour parfaire ta formation. J'ai également retracé ton parcours, j'ai vu que tu avais été diplômé en 1986, donc avec les honneurs, hein, d'ailleurs. Donc, c'est que finalement, t'as eu raison, en fait, hein, de te faire confiance, d'oser aller au bout de ton projet. Et justement, moi, depuis 1986, j'ai pu constater aussi que tu as parfait ton expérience avec différents artistes. Et j'aimerais que tu me parles un peu plus de cette phase où tu es diplômé et que maintenant tu es en train de te construire en fait. Comment ça s'est passé? Comment tu as pu te nourrir de ces différentes personnes avec qui tu as travaillé? Et qu'est-ce que ces personnes t'ont apporté aujourd'hui dans ton art? Ben, tout. C'est-à-dire que on se construit pas tout seul, on se construit dans les rencontres qu'on fait et dans l'intelligence qu'on a en tirer profit. C'est la,
une des plus grandes intelligences, c'est ça, celui qui pense qu'il a perdu son temps, une année à faire un truc, il fait une erreur. On perd pas son temps. Il y a toujours quelque chose à tirer de toute expérience de vie, de toute rencontre. Mais c'est pas facile. Faut vraiment avoir une, d'abord une volonté, c'est clair. Ensuite, un peu d'humilité, même beaucoup, pour se dire tout va me nourrir. Et même ce que je crois, qui est secondaire, voilà, moi j'ai fait des études d'électronique parce que mes parents, ne voulant pas que je fasse de la musique, fallait que je fasse un bac. Et je suis rentré faire de l'électronique, mais quand j'étais gamin, j'étais assez déçu de faire une seconde, une première, terminale en électronique. Mais c'est fou ce que j'ai pu en faire de ça. Ça m'a apporté des tas de choses que j'imaginais absolument pas à l'époque. Mais vraiment, je veux dire, il y a une part de mon travail aujourd'hui qui est liée toute cette capacité que j'ai eue d'utiliser. J'ai pas fait d'électronique dans ma vie, mais tout ce que j'ai appris pendant ces 3 ans, parce qu'après j'ai même fait un doc d'électroacoustique, j'ai continué, parce que vraiment c'était convergent. Ce que j'ai vécu dans ma vie, ce que j'ai vécu en faisant, je faisais des colonies quand j'étais gamin, j'animais des centres de vacances dans des MJC, tout ça. Et je savais pas pourquoi je faisais ça, mais ça m'a servi. C'est-à-dire que tout le temps, encore aujourd'hui, je souris parce que je sais que ce que je fais là, tiens, je sais d'où ça vient. Ça vient de tel endroit où j'ai rencontré telle chose, où j'ai vécu tel moment. Donc, garder en mémoire tout ce qu'on vit comme une source pour soi-même d'enrichissement et qui va construire ton histoire. Moi, j'ai pas vraiment eu de stratégie. J'ai foncé avec le plaisir de l'instant. Je fonce toujours avec le plaisir de l'instant, celui du présent. Et en même temps, quelques idées, quelques envies. Ouais, j'aurais bien aimé être à la tête d'un opéra, diriger un opéra, être comme certains de mes collègues, amis qui ont fait une carrière plus classique. Donc des fois, j'ai un peu de regret. Je me dis, si j'avais été un peu plus opportuniste ou différent dans ma manière de faire, je serais peut-être à la tête d'un opéra, parce que j'en ai largement les compétences et j'adorerais. Mais non, ma vie n'est pas faite comme ça, donc elle s'est faite autrement. Et elle n'est pas finie, donc on verra bien ce qui se passe. Voilà. Moi, c'est vrai que c'est la rencontre à l'autre qui m'intéresse. Et c'est comme ça que moi, j'ai eu ma rencontre avec l'art. L'art pour rencontrer les gens. Mais tout à l'heure, tu as dit, Montesquieu exprimait cette idée que c'est ça qui signifie l'art. Je pense pas que ce soit tout à fait juste, parce que c'est un peu restrictif. Il y a des artistes qui s'expriment dans l'art, mais qui n'ont pas du tout le souci de s'intéresser aux autres. Et qui sont peut-être des fois un peu schizophrènes, un peu. Je pense à Van Gogh, quand on regarde ses œuvres, il les a pas fait pour plaire. Il est mort dans la misère, sans savoir que ses œuvres, elles allaient atteindre des records de vente. Et pourquoi il faisait ça? Parce qu'il exprimait sa vie, son malaise, son mal-être, ses amours. Enfin, donc, on peut avoir une relation à l'art pour soi-même, sans se soucier des autres. Et je pense que ça n'enlève en rien le fait que c'est une expression artistique qui passe par les sens. Et on peut aussi avoir un besoin que l'art nous connecte les uns avec les autres. Moi, je suis plutôt dans cette tendance. C'est ma vie, quoi, parce que c'est les autres qui m'intéressent plus que l'expression artistique. L'expression artistique étant un moyen. Mais je pense que pour Van Gogh aussi, c'était un moyen de refouler quelque chose, d'exprimer quelque chose qui est en lui. Mais il n'avait pas le souci de la partager. Enfin, lui, mais pas que lui, hein. D'autres artistes. Et c'est même parce que d'ailleurs, ils n'avaient pas ce souci de plaire ou de vouloir partager leur truc, qu'ils ont inventé des mondes hallucinants. Donc, il y a la place pour tout. Chacun d'entre nous, on a une relation qui sera personnelle avec l'expression artistique. C'est quoi l'expression artistique? C'est l'expression de nos sens. L'ouïe, bien sûr, la vue, le toucher, le mouvement. Donc, c'est la peinture, la sculpture, la danse, le théâtre, la musique. Mais ce n'est ni plus ni moins qu'au lieu de s'exprimer simplement intellectuellement, on va s'exprimer avec d'autres choses, ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce qu'on sent, et on va transmettre à ce moment-là une relation entre l'intelligence et le sensoriel qui va amener l'émotion, l'imaginaire, l'imagination,
le rêve, enfin quelque chose, un univers assez mystérieux à l'intérieur de chacun d'entre nous, quoi. Et j'avoue que la musique est très puissante pour ça. Donc j'adore, j'aime bien, et toutes les musiques. Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passera par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je... Et maintenant qu'on a cet échange, je viens de me souvenir que nous étions déjà rencontrés il y a quelques temps lors d'une conférence à Eurexpo, il me semble, et pendant laquelle justement tu expliquais que l'art c'est avant tout des émotions, mais que la musique obéit quand même à des lois mathématiques. Ah bah ça, c'est clair que c'est tout lié. C'est parce que c'est tout un travail que je fais sur cette idée de qu'est-ce que la musique et qu'est-ce que c'est quand on parle de vibration, quand on parle de résonance, quand on parle de tempo, de pulsation, de fréquence, etc. On est dans un univers qui est très physique, acoustique. C'est là où j'ai vraiment fait du lien énormément avec ça. Et sans rentrer en détail, parce que c'est vraiment très très riche et complexe, on va effectivement découvrir des tas de lois, des lois physiques, des lois acoustiques, des lois mécaniques, des lois sur la cinétique, sur les résonances, sur les vibrations, sur les longueurs d'onde. Et toutes ces lois, elles sont régies par une dimension où les mathématiques nous connectent à tout ça. C'est impressionnant, c'est assez fou, quoi. Mais effectivement, alors après, ça ne reste qu'une manière de corréler toutes ces relations ensemble et de les rassembler et d'exprimer. Mais effectivement, l'harmonie telle qu'on la voit quand on fait simplement juste un accord. Quand on crée ça, on ne fait rien d'autre que de mettre en vibration des rapports de fréquence. Alors, les rapports de fréquence, c'est un terme qui est mathématique, vous comprenez, hein? Les rapports, telle fréquence par rapport à telle fréquence. On va s'apercevoir que la fréquence dans l'absolu n'est pas importante, mais dans la relativité, c'est-à-dire dans les rapports que les fréquences vont avoir entre elles, vont créer mathématiquement des résultats probants, clairs, précis. Et on va se dire, tiens, c'est beau et c'est harmonieux. Qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur. Mais ça, c'est la mesure de ce qui est beau et qui est harmonieux. Mais si on veut aller plus loin, ce qui vient d'être joué existe déjà dans ma nature à moi, dans ma physique à moi. C'est-à-dire que moi aussi, j'ai des rapports mathématiques dans mes fréquences, dans mes longueurs, dans mes rapports entre toutes mes données mécaniques. Et quand on parle de rapports mathématiques, eh bien, c'est facile de comprendre qu'on parle aussi de rapports humains. C'est le même mot. Et c'est pas par hasard si c'est le même mot. Les rapports humains, ce sont des rapports d'équilibre d'énergie, de fréquence, de rapports de fréquence. Ça, c'est une manière de voir le monde. Mais évidemment, c'est pas la seule. Parce que les rapports humains, c'est aussi des choses intangibles, c'est aussi des choses que l'on sent, qu'on veut pas mesurer. Même si tout ce qui se sent se mesure. C'est pour ça que j'ai toujours eu cette chance de pouvoir rassembler tous les mondes que j'ai étudiés, le monde scientifique, mathématique, avec le monde de la relation humaine, avec le monde artistique, des gammes, etc., de tout ce qu'on va étudier et on va écrire dans la musique. Mais ce qu'on va écrire et ce qu'on va constater dans la musique, on va pouvoir aussi le constater dans
la mathématique de la musique. On va pouvoir aussi constater dans la relation artistique humaine de l'humain et de la musique. Donc, c'est une manière différente de parler du même monde. Le mot rapport, il est là. Parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est le rapport entre moi et la musique, entre moi et les autres. Mais le rapport relationnel. La relation, c'est le rapport, etc. Donc, oui, pour moi, le monde de la mathématique et de l'artistique n'est absolument pas dissociable. C'est pour ça que c'est étonnant quand on fait quand on teste les gamins à l'école et qu'on dit, bon, bah, toi, t'es matheux, toi, t'es scientifique, toi, t'es littéraire, toi, t'es artistique. Quelle connerie on raconte aux enfants. Parce que si quelqu'un a un esprit un peu plus mathématique, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas du tout artiste ou qu'il n'est pas du tout littéraire. Non, c'est ça qui est débile, c'est vraiment grave. Qu'il ait une tendance à fonctionner de manière plus rapide sur le plan artistique ou sur le plan manuel ou sur le plan... Bref, on a forcément des canaux qui se développent un peu plus chez chacun d'entre nous, les uns que les autres, mais globalement, tout est connecté, tout est lié, tout est relié. C'est vraiment une erreur dramatique de... Besoin, on ne parle de la musique classique ou de la musique contemporaine, mais non, tout se rassemble et créer des spectacles qui le montrent, moi, c'est ce qui m'a toujours branché, m'a toujours plu. Les gens me disaient, oui, au début, mais ça va pas marcher. Quand je fais un spectacle avec un humoriste et qu'on met un orchestre et que l'humoriste, il vient démonter l'orchestre, on me disait, mais ça va pas marcher. Et puis à la fin, les gens, quand ils venaient au spectacle, ils me disaient, mais c'est de la poésie. Moi, j'aurais jamais pensé que le mot poésie viendrait parce que je mélangerais musique classique avec un humoriste. On a chaque fois comme ça des surprises, mais les rencontres se font parce que tout est relié. Tout est relié. C'est extrêmement intéressant le point de vue que tu as développé. Et moi, du coup, pour en revenir justement à notre propos, donc on a pu retracer donc ton parcours, les différentes personnes qui ont permis de construire ton art. Et j'aimerais maintenant qu'on puisse parler de la création de l'orchestre que tu diriges aujourd'hui. Comment ce projet est advenu? Qu'est-ce qui a motivé ce projet? Et aujourd'hui, bon, ça fait plus de 40 ans d'expérience que tu as. Bientôt 40 ans. Bientôt 40 ans, très précis. Ouais, dans 2 ans. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que cet orchestre est pérenne? Parce que des projets artistiques qui sont initiés, on en a tous les jours. Mais on sait que la réalité, la moyenne, je crois que c'était un orchestre qui se crée, c'est 3 ans d'existence, quoi. Et j'ai des amis, hein, pour preuve, qui ont créé leur orchestre et qui aujourd'hui n'existent plus. Comment on fait justement pour créer un écosystème, un modèle économique qui soit viable pour perdurer? Ben, c'est pas un seul facteur, je pense, parce qu'avec du recul, on peut se dire pourquoi on est encore là aujourd'hui, pourquoi on a fait plus de 2000 concerts, on a joué dans le monde entier, pourquoi, et tout ça avec aucune aide économique, c'est-à-dire on n'était pas voulu dans la région, à Lyon, faire un orchestre professionnel, c'était pas possible, symphonique, parce qu'il y avait déjà 2 orchestres, donc on me disait non, on veut pas que tu existes, et c'était clair, hein, les élus me le disaient comme ça. Donc pendant 10 ans, j'ai essayé d'avoir des subventions, mais j'ai vite arrêté que ça servait à rien, quoi. Il y a plusieurs critères qui font qu'on est encore là aujourd'hui. Le premier, c'était ce que je dis, cette notion d'ouverture. Alors ouverture, ça veut dire quoi? Ça veut dire ouverture au public. Aller jouer dans n'importe quel endroit. Il y a 35 ans, la musique dite classique, l'orchestre qu'on avait formé, hein, elle se jouait dans les salles, point final. Hein, mais elle rencontrait pas l'entreprise, par exemple. Moi, j'ai été un paria parce que j'ai commencé à faire des concerts pour des entreprises, avec des entreprises. J'allais chercher de l'argent là-bas, mais c'était une honte, c'était un scandale. Le premier gros concert qu'on ait organisé à l'auditorium Maurice Ravel, entre parenthèses, il a fallu que je loue, parce qu'il voulait pas me le passer. Donc il a fallu que je le loue comme un vulgaire organisateur. Enfin, c'était vraiment compliqué. Hein. J'étais pas reconnu chez moi, quoi. C'était dur. Mais donc ce concert-là, en 88, donc, un de mes gros partenaires, c'était McDonald's. J'ai monté ce spectacle avec McDonald's et FR3 à l'époque. On l'a rempli. Mais les gens disaient, mais c'est quoi? Qu'est-ce que McDonald's vient faire dans la musique classique? Et c'était comme ça tout le temps. Parce qu'au début, vraiment, c'était pas bien vu. Aujourd'hui, ça me surprend pas et personne n'est surpris de voir l'orchestre de Lyon, le grand orchestre national, vendre une place de football accompagnée d'une place de... Hein, ils cherchent tout. Maintenant, aujourd'hui, c'est un petit peu tout et n'importe quoi dans l'autre sens. Mais à l'époque, c'était vraiment... Donc, j'étais nul, j'étais pas un bon musicien, puisque je travaillais avec McDonald's. Cette ouverture, elle nous a causé beaucoup de difficultés au départ, parce que le monde n'était pas ouvert à ça.
la DRAC, la Direction des Affaires culturelles, là où on devrait un peu avoir des subventions quand on veut être aidé, me disait, mais écoutez, Philippe, on peut pas vous aider parce que on sait pas dans quelle case vous mettre, vous faites de la musique classique, du jazz, du machin, tout ça. Et je leur disais, mais c'est pas à l'artiste à se mettre dans des cases. Bien sûr. C'est à vous à créer les cases pour aider les artistes qui, eux, créent, qui avancent. Et la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, ça a complètement changé. C'est-à-dire que ce que je faisais il y a 35 ans, maintenant tout le monde le fait. En clair, aujourd'hui, si vous montez un projet dans lequel il n'y a pas du cinéma, de la danse et de la musique, vous êtes plus subventionné. Alors qu'avant, ce qu'on me reprochait, c'est que j'avais tout ça dans mes projets. Donc, la première idée, c'est cette ouverture, qui n'a pas été sans problème. Une ouverture à toutes les musiques, une ouverture à tous les styles, une ouverture à tous les publics, à cette idée-là que on n'allait pas rester à chercher à jouer une musique dans une chapelle ou tout simplement dans une salle de spectacle. Donc ça, et qui découle un peu de cette ouverture, il y a une notion de créativité. Ça, c'est important. La créativité, c'est quoi? C'est la capacité qu'on a à rassembler ensemble des choses qui au départ n'étaient pas là pour être ensemble. Un bleu et un vert, un machin, du bois et de l'aluminium, tel son et tel son. Et la créativité, c'est quand même de trouver comment ça va fonctionner. Parce que si ça fonctionne pas ensemble, c'est pas d'être innovant pour être iconoclaste qui est important. C'est d'être innovant pour créer quelque chose qui prend le subversif. Oui. Et voilà, non, sinon on invente n'importe quoi. Non, la créativité vraiment, c'est bien celle de faire un mariage, de créer des choses. C'est une type de créativité parce qu'il y en a plusieurs, hein, mais c'est une créativité qui est importante, qui a fait que on a toujours su dans cette ouverture, à travers ma créativité personnelle, ma capacité à faire que les gens se rencontrent. Et d'un seul coup, écrire un spectacle avec du cirque, avec des chevaux, avec un philosophe comme Eric Emmanuel Schmitt, ou bien plein d'autres choses, ou des gens moins connus, mais c'était vraiment ça qui était important, comment on allait se rencontrer. Alors là, pour moi, les bases de la créativité, elles sont dans, premièrement, une capacité d'ouverture, je l'ai dit, mais aussi une générosité et un consensus, c'est-à-dire accepter des consensus, accepter de pas fonctionner comme on fonctionne d'habitude. Et ça, c'est pas une contrainte, c'est une joie. Parce que d'un seul coup, c'est pas confort hein, pour les gens. Bien mais sûr. Le confort, c'est tout sauf ce qui est beau. Parce que le confort, pour moi, ça rime avec la mort. Quoi. Un confort, dès qu'on est dans le confort, c'est une mort lente. Hein. On nous a mis un confort. D'ailleurs, les gens à la télévision, ils s'arrangent bien pour nous aseptiser le cerveau, hein, et puis nous rendre comme ça pour qu'on se ferme notre gueule et qu'on s'assoit dans un endroit et qu'on bouge plus. Alors que la vie, c'est tout le contraire. La vie, c'est des imprévus, c'est des choses qui changent, c'est sans arrêt. Je veux dire, il n'y a jamais la même ombre au pied d'un arbre. Parce que l'arbre, il grandit tout le temps. Fish are jumping and the cotton is high. My daddy's rich and your mom's good looking. Donc, si on pense qu'on met sa chaise à un endroit parce qu'on sera au soleil ou à l'ombre, et ça tourne tout le temps. Le monde bouge, l'arbre il finit par tomber. Enfin bref, la vie n'est que projection dans de l'incertitude et dans. Donc j'aime beaucoup cette idée-là et confort dès qu'on y est dedans. Je dis attention, je suis en train de mourir. Petit feu, certes, mais je suis en train de mourir. Donc, cette capacité d'accepter, d'être généreux, de faire des chemins, d'être différent de ce qu'on est soi, d'habitude, ça a contribué à la réussite de notre créativité. Et la créativité étant un des raisons pour lesquelles on est encore vivant aujourd'hui. Donc, il y a l'ouverture à la créativité, le fait que l'orchestre existe toujours. Après, il y a aussi une sorte de conscience responsable. C'est-à-dire que j'ai jamais fait d'études poussées de marketing, de machin comme ça, mais je veux dire que c'est assez évident. Il y a un équilibre, ce que tu dépenses, il faut que tu l'aies, quoi. Alors, si tu l'as pas, bah, tu vas l'emprunter, mais il faut que tu le rembourses. Enfin bref, ce qui est important, c'est qu'il y a un équilibre entre ce qui va sortir et ce qui va rentrer. Cet équilibre, il y a besoin de faire des grandes écoles pour comprendre comment il fonctionne. Et l'orchestre, tout de suite, il a fallu que je comprenne que
Si j'étais pas dans cet équilibre, on pourrait pas vivre. Donc, comprendre les lois, comprendre l'économie, comprendre le système autour de nous, comment il fonctionne, c'est une évidence. C'est d'ailleurs un non-sens qu'à l'école, on n'enseigne pas ça en primaire et en secondaire. De plein d'artisans vont commencer à créer leur boîte, plombier ou n'importe quoi. Et les premiers écueils qu'ils vont avoir, c'est qu'ils sauront même pas ce que c'est qu'un salaire, des impôts, de la comptabilité. Parce que, alors que sans ça, on peut pas faire sa boîte, on peut rien faire. Donc, il y a un truc, bon, vite, moi, je me suis inscrit en cours du soir à l'école de commerce à Lyon, parce que je me sentais bien que il fallait que j'ai un minimum, que je comprenne ça. Bon, il y avait pas besoin, j'ai pas besoin de faire 3 ans, hein, j'ai fait 6 mois en cours du soir, et j'ai compris que c'est quoi un peu cette notion de réalité économique. On peut avoir les plus belles idées, si on n'inscrit pas ça dans un besoin, une offre, une demande, enfin tout le système, eh ben, quel que soit, hein, si vous faites du pain ou si vous faites n'importe quoi, c'est pas une question qu'artistique, c'est une question de conscience sociale et économique. Bon. Donc ça, c'était important de tout de suite. Moi, je me rappelle la première année qu'on a fait le premier concert, j'ai payé les gens en black avec la recette du concert. Ben, c'est évident, je reçois ça, je vous donne ça. Mais très vite, la deuxième année, on a commencé à en faire 4-5. Je me suis dit, attention, si je continue comme ça, je vais pas pouvoir me développer. Donc, déjà, j'ai dit, faut que j'imagine qu'est-ce que ça veut dire, salarié, machin. Ah ben, d'un seul coup, si j'ai 50 balles, ou j'ai 100 balles, si j'ai 100 balles, je peux pas te donner 100 balles parce qu'il faut que j'en garde la moitié pour payer les charges, pour payer machin, donc tu auras plus que 50. Ou puis, il faut vite que je commence à intégrer ça. Donc, bref, que tout le monde imagine. Et ça a été un pilier important de se développer le plus vite possible, pas attendre si on avait attendu d'être à 20 ou 50 ou 30 concerts, c'est trop tard. L'échelle pour récupérer était foutue. Donc, c'est compliqué, mais au début, ça nous a freiné un moment, un temps, mais il fallait tout de suite qu'on rentre dans la fiscalité, dans le droit, dans le juridique, dans l'économique, dans le comptable, quoi. Bon. Ça, c'est aussi un autre pilier fort. Pas le plus drôle, mais un pilier important à gérer. Et puis, un autre pilier qui est fondamental dans la réussite de l'orchestre, c'est d'emmener les gens avec moi. J'aurais rien fait tout seul si les musiciens n'avaient pas été porteurs et partie prenante de mon projet. Même si ils l'ont pas porté peut-être aussi fort que moi je l'ai porté, mais j'aurais pas pu faire tout ça sans les mêler à mon histoire, sans me soucier de leur motivation, de leur intérêt, de leur place. Et donc cette prise de conscience qu'on peut pas faire tout seul, mais que il faut s'épauler avec les autres, travailler avec les autres, même s'il y en a un qui est un peu le leader, qui amène les idées, mais si j'amène les meilleures idées, mais que je suis tout seul, j'aurais rien fait. Que ce soit dans le conseil d'administration, que ce soit en tant que les musiciens qui étaient autour de moi. Donc, ce qu'on appelle le management, quoi, le management humain. Ça, c'est vraiment une chose qui était importante, avec l'idée de responsabiliser, qui est pas facile, parce que on n'est pas dans une société où on nous responsabilise, hein, donc on est souvent un ouvrier ou bien un chef d'entreprise. Et moi, j'ai dit à tout le monde, mais non, mais on est les deux à la fois. Si toi qui joues dans le violon dans l'orchestre, t'es responsable de ton truc. Tu es responsable. T'es le chef d'entreprise de ta vie, quoi. Mais c'est important. Je suis pas simplement un exécutant qui attend qu'on me téléphone pour venir jouer, non. Je vais adhérer, je vais apporter mon soutien, je vais apporter mon énergie, mes idées, et puis des fois, le fait de jouer de la clarinette, ça suffit, mais je l'amène dans la difficulté qui est la nôtre. Moi, j'ai fait avec mon orchestre des choses que j'aurais jamais pu faire avec l'orchestre de Paris, avec l'orchestre plein d'orchestres que j'ai dirigés. Hein. J'ai dirigé beaucoup d'autres orchestres en France et à l'étranger, où je me suis rendu compte qu'ils sont tellement syndiqués, qu'ils sont tellement dans un conformisme de manière de fonctionner non responsable. C'était atterrant pour moi. Je dis, mais avec eux, j'aurais jamais pu faire un spectacle avec Jolivet, avec des musiciens africains, faire les tournées qu'on a fait en Chine, faire des spectacles avec des chevaux, parce que ça dépassait souvent les règles qu'on se fixait. Et d'un seul coup, les gens, je disais, bah, qu'est-ce qu'on fait? Et je me souviens d'un des disques qu'on a fait dans les années 2000. On jouait dans une merveilleuse salle, on jouait à Dijon, l'auditorium de Dijon, une salle extraordinaire. Et on arrive et on est tous subjugués par l'acoustique de la salle. Il n'y en a pas beaucoup en France comme ça, une acoustique. On jouait une symphonie de Dvorak au programme qui nous avait été demandé. Bon. Et puis cette œuvre, on l'avait déjà pas mal joué.
Et on commençait à faire la répétition dans ces lieux merveilleux. Et on restait 5-6 jours parce qu'on avait plein de concerts qui s'enchaînaient. Donc, à un moment donné, j'ai dit aux musiciens, vous avez vu comme ça sonne, c'est merveilleux là. Hein, on n'avait pas prévu ça. Jeudi après-midi, on avait temps libre. Moi, je vous propose, je dis aux musiciens, moi je vous propose, on vient ici et on va enregistrer dans cette acoustique merveilleuse cette œuvre. Et si l'enregistrement est bon, on en fait un disque. Et je dis aux musiciens, si c'est pas à la hauteur de ce qu'on veut, eh ben, on fera pas de disque et je vous paierai pas. Vous êtes OK? Et ils sont tous venus. Ah oui, Et d'accord. tous les musiciens étaient là, tellement responsables de l'idée. On a fait un disque, on a vendu à plus de 30 000 exemplaires, qu'on a après pu, effectivement, se payer, etc., etc. Mais ça, c'était inimaginable. C'est inimaginable dans n'importe quelle autre structure. Et ce que j'appelle là, c'est du bon sens. On en parle, on se dit, on va pas faire une réunion avec un conseil d'administration qui va dire, ou un comité de, etc., qui va nous dire non, mais la loi, machin. On est dans la réalité. On se démerde. Et on a fait cet enregistrement. Donc, c'est un peu ça l'esprit. Management des gens pour qu'ils viennent avec vous et qu'ils vous suivent. Donc, si on résume, hein, c'est d'abord une ouverture, une idée de se dire, ta vie, elle t'appartient. Si tu veux faire un orchestre, tu le fais. Hein. Quand j'ai fait les 10 ans de l'orchestre, je suis allé voir, oui, il est décédé, le gars, alors je peux en parler, hein, mais je suis allé voir le responsable qui était le directeur culturel à la ville de Lyon et en même temps au conseil régional. Il avait les deux postes. Ça veut dire que c'est un gars qui avait les bras longs. C'est lui qui finançait sur le plan région et sur le plan... Je vais le voir pour les 10 ans de l'orchestre, parce que j'étais déjà allé le voir au début, puis je vais le voir pour les 10 ans en lui disant, venez, vous pouvez pas m'aider. Et il m'accueille en me disant, mais vous savez, je me souviens, vous êtes venu me voir il y a 10 ans quand vous avez créé votre orchestre. Ben, j'ai tout fait pour que vous n'existiez pas. Vous avez réussi à passer à travers mes griffes, hein, bravo. Bon, on comprend vite qu'il va pas me donner d'argent, hein, et qu'il va pas nous aider. Mais en plus, on se dit, mais c'est dingue, il a tout fait pour qu'on n'existe pas. Donc non seulement vous êtes pas, mais hein, en plus on fait tout pour... Souvent ce que je dis, c'est qu'un orchestre privé, ça veut dire privé de tout. Il faut bien entendre ce mot, et même avec des oppositions un petit peu difficiles. Alors moi j'ai compris que j'étais pas à l'orchestre de Lyon, que j'étais pas à l'orchestre de l'Opéra, parce que j'ai pas leur budget, j'ai pas leurs moyens, mais qu'eux ils étaient pas nous. Donc du coup, nous on peut faire des choses qu'eux ils peuvent pas, et nous on peut pas faire les choses qu'eux ils peuvent. On n'a pas les mêmes. Donc je disais toujours, vous êtes un paquebot, moi je suis un petit yacht qui peut passer partout, et vous pouvez pas passer partout. Donc je me suis orienté vers ce qui était notre force, et pas vers ce qui était notre faiblesse. Et puis voilà, après donc créativité, travailler avec les gens et puis avoir un peu de gestion saine. Et on se dit, bon, puis pas mal d'énergie. Hein. Là, on est toujours là, 40 ans après. Voilà, donc c'était un petit peu drôle, c'est difficile. Hein. Je sais aussi que souvent, quand on faisait les bilans à la fin de l'année, le bilan comptable, avec le conseil d'administration, de nombreuses fois, on s'est dit, ben on va pas tenir coup l'année prochaine, on va mourir l'année prochaine. Et je disais à tout le monde, tant pis, on fera ce projet. Je préfère crever parce qu'on aura fait un projet que de rien faire en disant, vous voyez, on a tenu une année de plus. Mon fiche de tenir une année de plus, ce qui m'intéresse toujours, et ce qui m'intéressait, c'est d'exister et de faire des projets et de tenter le tout pour le tout, quoi. Et puis allez-y, ben voilà, on y va. Avec quand même une petite idée de pas être trop inconscient, trop débile, mais malgré tout, quand même, priorité à on avance, la vie elle est là, et puis si on doit mourir, si on doit durer 10 ans, on dure 10 ans, et puis voilà, non, dans 1 an, 2 ans, là, on va faire nos 40 ans, on va essayer de faire un peu du bruit, pour dire, oui, on est toujours là, on fait plein de choses, on a envie de rencontrer plein de gens, on a envie de continuer à écrire plein de spectacles, de vivre plein d'aventures, de dire des choses à travers la musique, de faire plein de sujets. Et pour ça, de créer des passerelles. Il n'y a pas un public de la musique, c'est pas vrai, c'est une fausse image. Moi, j'essaie de convertir tous les gens que je rencontre à cette idée-là, mais toutes les musiques, elles te parlent à un moment ou à un autre. Et il y en a qui sont plus profondes, qui descendent plus bas, qui vont à l'intérieur de toi d'une manière abyssale, puis il y en a qui t'effleurent. Mais c'est pas parce qu'elles t'effleurent qu'elles sont pas inutiles. Elles sont utiles. Elles sont là pour... Voilà, on n'a pas besoin de toujours des musiques qui vont au fond de vous-même. Donc voilà, des chansons qu'on chante depuis qu'on est enfant, elles vont nous faire traverser la vie, quoi. Et c'est pas des chefs-d'œuvre au sens qu'on pourrait l'entendre. Donc,
Je me suis toujours posé la question, est-ce qu'un enfant qui chante une berceuse, il n'est pas en train de faire une œuvre d'art? Je me suis toujours posé la question. Tellement il y met d'émotion, tellement il y met de l'intériorité, tellement il y met de la puissance. Après, j'ai arrêté de définir un peu qu'est-ce que c'était que l'art ou pas, parce que c'est trop compliqué, trop complexe. Il y a des choses qui nous touchent tellement fort, et puis d'autres, une autre personne va la toucher moins. Donc, il y a beaucoup de liberté et d'acceptation que chacun est libre de ressentir ça. Mais par contre, faut aider les gens à ouvrir des portes dans un monde où on va pas assez à l'intérieur. Je suis totalement en phase et pour rebondir, hein, bon, tout à l'heure, je partageais ton leitmotiv à toi et ça fait écho tout ce que tu dis depuis tout à l'heure un peu à mon leitmotiv perso, hein, que je définirai avec une très belle citation de Lamartine dans les Méditations poétiques, hein, qu'il écrit en 1832, où il disait hâtons-nous, jouissons, l'homme n'a point de port, le temps n'a point de rive, il coule et nous passons. Et c'est ça finalement, c'est ne pas être fermé, ne pas se mettre dans des cases ou dans des stéréotypes, parce que bah, justement, moi, c'est ce que je dis souvent, et c'est ce que j'essaye de mettre en lumière avec Festigone au niveau bah, de proposer des projets éclectiques. On peut passer d'un concert rock à un concert rap, à un concert symphonique, et sur ça, je te retrouve particulièrement bien. Et du coup, je vais faire un petit switch maintenant sur tes activités autres que chef d'orchestre, parce que tu as de nombreuses activités, hein, pour ceux qui ne savent pas. Et j'aimerais que tu nous parles un peu de ces activités annexes que tu exerces en tant que coach, en tant que formateur, et qu'est-ce qu'elles t'apportent aussi en plus ces activités, au-delà de Ah bah, l'indépendance financière, j'imagine. de toute façon, elles sont toutes liées à la musique, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment la musique qui m'a permis de faire tout ce que je fais aujourd'hui. Mais la musique est tellement puissante dans son rapport à l'humain qu'elle peut toucher sur plusieurs plans. Bon, sur un plan, par exemple, thérapeutique. On fait de la musicothérapie. C'est-à-dire que quand tu écoutes la musique, les gens ils disent bah, j'écoute parce que ça me fait du bien. Ah, ça fait du bien, ça te soigne. Ah oui, tiens, on peut aller très loin. C'est pas simplement soigner un mal de tête, c'est soigner des pathologies profondes. Et j'ai travaillé ça, j'ai développé ça. J'ai pas fait mon métier que là-dedans parce que j'ai voulu garder cette transversalité, mais c'est une des voies les plus importantes. Chaque fois que je fais de la musique, je me dis qu'est-ce que je fais qui va aider l'autre à se sentir mieux et à grandir. Donc la musique contribue à cette dimension-là. Et on fait de la musicothérapie active, de la musique passive. Il y a vraiment des métiers qui sont formés là-dessus parce que la musique, c'est un outil qui permet de travailler sur la mémoire sensorielle, de soigner d'Alzheimer, de soigner des choses, mais on ne peut pas imaginer des pathologies très très profondes. C'est un domaine, un volant. La musique est éducative. C'est-à-dire qu'elle veut permettre à un enfant de développer sa motricité. Apprenez à faire quelque chose à la main droite et à la main gauche, vous verrez vite l'enjeu de la motricité. Mais elle va développer aussi votre vision spatiale du monde, votre écoute, votre capacité d'entendre, de ressentir les choses. C'est donc qu'on va faire de l'éducation à travers la musique. Donc éduquer quelqu'un, c'est pas le soigner, c'est l'éduquer à grandir et à développer ses compétences personnelles, que sont son écoute, sa créativité, sa capacité à sa motricité, à entendre, à ressentir les choses. Ça, c'est un autre aspect. Il y a un autre aspect aussi, c'est que la musique est sociale. Elle représente des dimensions sociales. Un hymne permet de rassembler tout un pays. Une musique permet de rassembler des générations, etc. Donc, il y a un travail très intéressant par exemple, dans l'entreprise, sur le marketing. Marketing étant cette capacité à segmenter des gens, et avec la musique, en quelques secondes, on peut trouver la passerelle. Donc, ça, c'est une autre manière. Et quand je regarde comme ça ma vie, eh bien, finalement, j'ai fait des métiers simplement avec l'idée que la musique serait mon support à ça. Alors, si je suis dans une école, si je suis dans un hôpital, si je suis dans une entreprise, si je suis dans une salle de spectacle, je ferai toujours la même chose, mais pas du tout de la même manière. Et pas forcément avec les mêmes objectifs. Et voilà. Donc oui, je fais plein de métiers différents, mais j'ai l'impression qu'ils sont tous connectés. J'ai l'impression que c'est même pas un métier, c'est un amusement, que c'est une joie d'aller aider les gens, d'aller les rencontrer, de partager. Par contre, ce qui me surprend beaucoup, c'est que pour beaucoup, chaque fois que j'interviens, c'est une révélation. Je me dis, mais comment ça se fait que personne n'en parle, que personne ne montre à quel point
la musique nous habite et elle nous permet elle nous habille, elle nous permet d'être ce que nous sommes, de rentrer en harmonie avec le monde. Hein. Donc, voilà. Donc, tous ces métiers transversaux, je les fais avec la même idée qu'il y a 25 ou 30 ans. Simplement, puisque tu fais des citations, je pensais à une citation que j'aime beaucoup de Victor Hugo. Et parce que elle porte une sorte de foi que j'ai, moi, dans ce que j'ai envie d'être. Il a dit, dans le regard d'un enfant, il y a la flamme. Bah, c'est pas comme ça. Il a dit, dans le regard de la jeunesse, il y a la flamme. Dans le regard du vieillard, il y a la lumière. Et j'aime beaucoup cette image. Beau, hein. Bah oui, parce qu'en 2 mots, il dit que ce qui brûle en nous, ça peut être une flamme, mais en même temps, c'est aussi une lumière. Et je me dis, il faut que je garde cette flamme que j'ai quand j'étais jeune, c'est-à-dire cette envie de brûler la vie, cette envie de vivacité, d'énergie. Et en même temps, il faut que je garde aussi cette idée, la lumière, c'est-à-dire l'expérience de ta vie, la sagesse, pour éclairer. Aussi, ouais. Donc, être chaleureux dans la vie, c'est important. Apporter de la chaleur, apporter de cette notion de richesse qui va faire qu'on va apporter de la chaleur et de l'énergie aux gens. Et en même temps, de la lumière, pour être quelqu'un qui éclaire modestement sa propre vie puis celle des autres. Donc, dans cette citation, je trouve un équilibre, pas facile à tenir, mais un équilibre magnifique. Elle parle d'elle-même et très belle citation que je vais garder volontiers pour le coup. Comment on peut travailler avec justement ton orchestre aujourd'hui? Est-ce que vous êtes ouvert à des collaborations et comment ça se passe quand on veut Il me travailler semble que le mot ouverture, je l'ai employé plusieurs fois. Bien sûr. Donc, bien sûr qu'on est ouvert, bien sûr. Tout m'intéresse si c'est porté par des gens qui ont une passion au fond d'eux, une expertise, une envie une curiosité, une générosité, c'est-à-dire ce que je donne aux autres, j'ai envie qu'on me le donne à moi aussi. Voilà, donc on est ouvert et on le voit je travaille, j'ai plein de chantiers en cours qui sont. Et je sais pas si ma vie me permettra de faire tous mes chantiers, parce qu'il y en a qui sont ouverts depuis longtemps et qui sont compliqués, parce qu'il faut réunir aussi tout l'aspect économique, tout l'aspect logistique et puis est-ce qu'il va correspondre à un besoin d'aujourd'hui, parce que les idées qu'on a. Donc ouais, bien sûr qu'on est ouvert, bien sûr qu'on est disponible et on va collaborer ensemble sur un projet. Donc c'est avec grand bonheur de créer ça. Et alors sur le plan musical, j'ai fait tellement de choses que j'ai pas beaucoup de surprises aujourd'hui. Oui. Ce qui m'intéresse, c'est la surprise qu'on va rencontrer qui est toute petite sur les êtres humains, enfin qui est toute petite, qui est toute subtile, qui est immense. Parce que voilà, c'est vrai que on a joué avec beaucoup de musiciens, que ce soit du baroque, du folklorique, du chinois, du africain, que ce soit du jazz, du contemporain, de la chanson, du slam, enfin, on a fait du DJ, de la musique électronique. On a tellement fait de choses que je suis déjà plutôt, on est déjà prêt. On a un bel outil parce que souvent, on va vite être capable de trouver l'interface pour rencontrer des gens qui font autrement, parce qu'on a déjà cette ouverture, cette expérience depuis de nombreuses années. Ça a été difficile à donner comme image qu'on est un orchestre symphonique, enfin nous sommes un orchestre symphonique, mais en même temps, on joue américain, jazz, on joue baroque, on va avoir tous les styles de musique vraiment de manière très accessible, assez rapidement, parce qu'on a l'expérience depuis longtemps d'être des caméléons et puis moi particulièrement, et puis de le transmettre aux musiciens et de faire ça comme ça. Aujourd'hui, maintenant je le dis, mais je fais plus ça pour l'argent. Je fais ça avec de l'argent, parce qu'il faut qu'on ait de l'argent, mais je fais pas ça pour. Donc effectivement, il faut toujours trouver, réfléchir comment on va pouvoir construire ce projet, parce qu'aujourd'hui rien n'est gratuit, donc il faut la moindre chose, il va falloir que, ne serait-ce que louer le camion pour amener la harpe ou n'importe quoi, ça va nous prendre de l'argent, et rien que répéter dans une salle. Donc, il faut toujours réfléchir le problème aussi économique, mais je travaille pas pour ça. Non. Et justement, bon, on est bien avancé dans cette interview. Et ce que j'avais bien aimé tout à l'heure de ta citation, c'était le fait que le vieillard, il a la lumière au fond de ses yeux et qui transmet. Et j'aimerais justement que tu puisses transmettre. Et moi, le premier, justement, quelques conseils à des jeunes qui souhaitent se lancer justement sur des activités artistiques, soit en tant qu'artiste, soit en tant qu'organisateur comme moi aujourd'hui.
quelques conseils, quelques tips pour rester toujours dans une dynamique de pugnacité, parce que moi-même aujourd'hui je le vis, c'est pas tous les jours facile, on est à notre 3e année, et comme tu disais tout à l'heure, à chaque année on se demande vraiment si on a envie de continuer, quoi. Quels seraient des conseils pratico-pratiques que tu donnerais à des personnes ou des jeunes comme moi qui se lancent, quoi, sur des challenges comme ça? Il faut déjà écouter un peu ce qui nous anime. Mais en même temps, ça va être tout contradictoire, ce que je vais dire. Il faut à la fois écouter et à la fois pas écouter. Il faut à la fois avoir un objectif économique, mais pas être fermé par cet objectif économique. Il faut avoir le sens de ce que veut le public et en même temps ne pas l'écouter pour être dans l'écoute de ce qu'on et le respecter. C'est carrément sans cesse jongler avec des équilibres, c'est-à-dire avec pas des équilibres, avec des opposés. Et c'est ça, parce que justement, je dis mot pas par hasard, parce que il y avait il y avait une phrase, je ne sais plus de qui elle est, parce que je me souviens très bien de sa phrase, il disait, quand on regarde toutes ces choses qui s'opposent, et il y a une phrase qui disait un truc comme ça, donc quand on oppose toutes ces idées, est-ce que je vais là ou est-ce que je vais là? Et la phrase, elle disait, tu sais qu'est-ce qu'il y a au milieu? Au milieu, il y a la vérité. Et c'est un peu ça, quoi. Au milieu, il est là, et c'est un équilibre instable, parce qu'on bascule vite d'un côté ou de l'autre. Il faut toujours être dans le contrôle de cet équilibre. Mais c'est avoir toutes ces idées en même temps, donc c'est pas un conseil, c'est un peu un truc à la con, ce que je dis, mais c'est ça. À la fois, on s'écoute, et puis on s'arrête, on s'écoute plus, on regarde, et puis après, on calcule, et puis après, on calcule plus. Après, on ose, et puis après, on se refreine. C'est un peu tout cet équilibre mais avec globalement une idée qu'on avance. On avance autour de ce qu'on a envie d'être, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de défendre. Et puis, pour ma part, moi, dès qu'il y a un problème, je le jette. Je m'en occupe pas, je veux pas perdre mon temps. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui m'empêche de faire, je m'en fous. Je dis, tiens, je ferai sans, je ferai autrement. Voilà. Parce que de temps en temps, j'ai dit, il y a un problème, il faut essayer de le résoudre. Mais on passe beaucoup de temps à résoudre le problème et on perd sa finalité souvent. Mais de temps en temps, il y a des règles où, tiens, résoudre un problème, ça permet d'avancer aussi. Ouais, être l'homme de l'instant, être l'homme des bonnes décisions, c'est pas celui qui sait choisir un côté ou un autre, c'est celui qui, à un instant donné, choisit le bon côté. Ouais. Et ça, dans toute la vie, ce sera tout le temps les choses compliquées. On peut pas dire que c'est ce chemin qui est meilleur que celui-là. Non. On peut dire juste à un moment donné, je pense qu'en ce moment, il faut que je prenne celui-là. Et que demain, peut-être que ce sera l'autre que je prendrai. Ouais. Mais si je suis celui qui va avancer, qui va construire, c'est que j'aurais pris les bons chemins, les bons moments. C'est ce qu'on appelle le bonheur, la bonne heure. C'est le truc qu'on a choisi au bon moment. Mais c'est pas facile, C'est pas facile. Donc l'idée aussi, c'est à la fois de tenir compte de ce qui est autour de nous et de pas tenir compte, et de ne pas faire les choses seul, mais en même temps de savoir que si tu n'avances pas, les autres n'avanceront pas. C'est tout un truc. Ouais, c'est tout un équilibre. Ouais. Et puis après, moi j'avais une grande phrase, toujours. Par contre, elle n'est pas littéraire, cette phrase. C'était toujours être capable de dire je m'en fous. Donc voilà. Vrai, ça résume. Moi, je suis souvent capable de dire je m'en fous. Et même si je mets les choses sur les côtés, bien sûr. On me dit des fois, mais tu sais, il faut aller résoudre les problèmes passés, les machins. Autant vivre sans m'en occuper. Exactement. Voilà. Parce que si je passe mon temps à m'occuper que de mes problèmes du passé, la vie, elle est trop courte. Donc moi, je suis un peu, mais ça, par contre, c'est personnel, chacun d'entre nous, on voit midi à sa porte, et on a la force de vivre les choses qu'on peut vivre, et puis qu'on se donne mais c'est bien d'entendre des fois des gens qui disent le contraire. Oui, et puis ça permet de sortir de sa zone de confort. Exactement. Et puis comme tu le disais, moi j'ai mon grand-père, mon grand-père qui me disait toujours, il n'y a pas de réalité mais que des perceptions. Et la perception d'un problème qu'on rencontre à un jour, elle va être différente à une semaine, à un mois, à un an. Et c'est ça. On est tous des sommes de chaos qu'on essaye d'articuler et de trouver un point de stabilité. Et je te remercie énormément pour ce moment que tu nous as accordé. J'ai hâte qu'on se retrouve sur un autre projet, bien sûr, musical carrément. Et artistique et humain. Donc avec grand plaisir de mettre toutes nos forces en commun pour les partager au public, les faire vivre et
et puis grandir encore d'une expérience de plus. Exactement. Et puis en parlant de partage, est-ce qu'on partagerait pas un petit moment de piano? Oui, tu sais ce que je dis toujours, moi je suis pas pianiste, hein. Le piano, j'en ai fait mon instrument de travail. D'accord. Mais non, moi ce que j'aime, c'est que d'un seul coup, ça représente pour moi des couleurs, des espaces où je me projette. Et merci à tous. Donc, c'était une interview exclusive Festigone avec Philippe Fournier, chef d'orchestre et directeur de l'orchestre de Confluence. Merci pour ce moment de partage que tu nous as octroyé et hâte de collaborer avec toi pour ce futur projet d'hip-hop symphonique en février 2025. À très bientôt. À très bientôt. Merci. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je